Hello there! Alors aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour faire une vidéo preview pour la saison 2019-2020 de la Ligue nationale de hockey et aujourd'hui on parle des Oilers de Edmonton. C'est ô combien décevant Oilers de Edmonton. C'est hallucinant combien d'année en année, avec tout le potentiel que cette équipe-là a, réussissent à nous décevoir, c'est terrible. Il y a de cela 3 ans, les Oilers d'Edmonton en 2016-2017 avaient accumulé 103 points en saison régulière. Ils s'étaient fait éliminer très rapidement en deuxième ronde en tout cas. Ils s'étaient fait éliminer. Par la suite, en 2016-2017, 103 points. En 2017-2018, 78 points en dehors des séries. Puis en 2018-2019, l'an passé, 79 points, encore une fois en dehors des séries. Alors que pourtant, cette équipe-là a peut-être certains des meilleurs talents offensifs de la LNH. Alors franchement, je pense que c'est une équipe qui est vraiment décevante, surtout sur un point de vue défensif. Année après année, cette équipe-là a des problèmes au niveau de sa défensive. Puis encore une fois, cette année, on va le voir dans les statistiques, ils ont eu des problèmes au niveau de leur défensive. Par contre, ce qu'il faut mentionner, c'est que je pense que finalement, on a fini par faire des bons choix du côté des Oilers d'Edmonton. Si vous n'êtes pas familier avec mon code de couleur, ce que je dois mentionner, c'est que les noms en rouge sont des noms de personnes qui se sont ajoutées pendant la saison morte. Les noms en vert, c'est des personnes qui sont généralement jeunes et qui, je crois, peuvent intégrer éventuellement l'alignement sur une base régulière. Et les noms en bleu, c'est des personnes qui sont, disons, réguliers dans cette équipe-là depuis plus d'une saison. Fait que c'est des personnes qui étaient déjà avec les Oilers et qui étaient déjà dans l'alignement régulier, et ce, malgré leur jeune âge. Parce que, bon, on sait, les Oilers sont jeunes, fait il y a plusieurs joueurs là-dedans qui sont encore dans la début vingtaine, là, fait on comprend la logique, ils sont en bleu parce que ça fait quand même plusieurs années qu'ils sont là. Alors bref, et pour ce côté-là, ben ça c'est complètement autre chose. C'est tout simplement des noms par rapport au meilleur ci, au meilleur ça, là, mais c'est pas au niveau de l'alignement. Mais comme vous remarquez, mes deux en haut ici, coach et DG, sont en rouge. Et c'est là-dessus où je pense que les Oilers ont fait des très bons moves pendant la saison morte. D'abord et avant tout, en embauchant Ken Holland comme directeur général pour la prochaine année. En fait, plus que pour la prochaine année, but still, ce gars-là est un DG qui était réputé à Détroit pour sa stabilité. C'est un gars qui a réussi à amener une équipe qui se bâtissait à partir de du repêchage, mais éventuellement par la Ligue américaine, montée dans la Ligue nationale. Alors, il a réussi à bâtir quelque chose de très solide à Détroit, et je pense que c'est un très bon move parce que les Oilers, depuis quelques années, changent souvent, entre autres, d'entraîneur-chef. Fait que, tu sais, à ce niveau-là, je pense que c'est un très bon move d'avoir fait cette embauche-là de Ken Holland. Par la suite, on a Dave Tippett qui a été embauché comme coach. Dans le cas de Dave Tippett, bon, écoutez, c'est un gars qui est réputé pour son jeu défensif. Ça, il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. C'est un gars qui est réputé comme étant un excellent coach pour les jeux de type défensif. À l'époque, Dave Tippett, lorsqu'il était avec les Coyotes, ce que je dois dire, c'est que dans ses 3 premières années, il a fait les séries éliminatoires et il y avait une équipe qui était une équipe plus offensive qui a réussi à travailler l'aspect défensif, ce qui a permis aux Coyotes de faire les séries éliminatoires, puis ce qui a été peut-être l'apogée et la seule apogée, je dirais, des Coyotes à Phoenix ou en Arizona, peu importe, c'est 2012. En 2012, les Coyotes ont réussi à se rendre en finale de conférence contre les Kings de Los Angeles. On l'avait comme plus ou moins vu venir dans les deux cas, quoique les Kings avaient fini fort la saison, mais en tout cas, bref, le point étant, c'est qu'il a réussi quand même à amener les Coyotes le plus loin qu'ils se sont jamais rendus dans leur histoire en Arizona. Fait que, honnêtement, c'est un gars qui peut avoir un potentiel pour cette équipe-là parce qu'il est capable de modeler une équipe qui est plus offensive vers un style de jeu plus défensif. Le point négatif que je vais avoir avec Dave Tippett, c'est que ces dernières années avec les Coyotes ont été des échecs. Là, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte, entre autres la possibilité d'un déménagement, la difficulté de signer des joueurs ou de garder des joueurs de manière générale. Il y en a qui sont restés à très long terme. Il y a un certain noyau qui est resté à très long terme. Mais tu sais, quand même, c'était pas une équipe qui attirait beaucoup les foules de manière générale, entre autres dû au fait que c'était un jeu plus défensif, c'est pas ça qui fait un spectacle. Mais anyways, à Edmonton, la foule est acquise, on n'en a rien à chier, ce qu'on veut c'est que l'équipe se rende loin, et à ce moment-là, je pense que Dave Tippett, ça peut être un très bon choix, surtout pour pallier aux différentes faiblesses que cette équipe-là au niveau défensif. Alors, les Oilers d'Edmonton l'année passée, c'est 35 victoires, 38 défaites, 9 défaites en prolongation, 79 points, ce qui donne un gros total de 35 victoires et 47 défaites, si on inclut temps régulier et en prolongation. Une moyenne de buts par match de 2,79, ce qui est bien, mais de buts accordés de 3,30, ce qui est vraiment horrible. Un avantage numérique de 21,2, ce qui est bien, mais un désavantage numérique de 74,8, ce qui est vraiment horrible. Alors, vous comprenez le principe. Du moment où on parle de l'attaque, ils sont bons, puis du moment où on parle de la défense, ils sont horribles. Alors, c'est comme deux mondes complètement différents. Je vais vous donner une idée approximative de ça. Dans le cas des buts pour. Donc, une moyenne de 2,79, on parle de la 20e équipe de la Ligue. Donc, on n'est pas
dans les 10 bon, on n'est pas loin des 10 derniers, mais on n'est pas dans les 10 derniers. Puis honnêtement, à 2,79, si tu as une bonne défensive, moi je pense que tu as une chance de gagner. Quand tu es proche de 3, tu as une chance de gagner. Fait que je trouve ça quand même pas si pire. Je veux bien que 20, c'est pas exceptionnel, je vous l'accorde, mais quand même, c'est quand même pas trop pire. Mais quand tu arrives avec une moyenne de but accordée de 3, là je pense que c'est le chiffre fatidique. Autant le chiffre fatidique pour l'attaque, être bon, puis pour la défense, être poche. Là. Fait qu'à 3.30, tu es au-dessus du 3. Là, franchement, tu as une grosse faiblesse. On est à égalité au 25e rang de la Ligue avec une moyenne de but accordée de 3.30. L'avantage numérique, lui, c'est le 9e avantage numérique de la Ligue et le désavantage n'est rien de moins que le 30e désavantage de la Ligue nationale. Alors, c'est assez clair que cette équipe-là a des problèmes au niveau défensif. Au niveau offensif, comme je vous dis, bon, la moyenne est peut-être pas, est bonne quand même, mais peut-être pas dans le top 10 de la Ligue nationale, mais je pense que le plus gros problème de cette équipe-là, c'est que les buts sont trop concentrés. Alors, on parle de 52% des buts l'an passé qui ont été comptés par uniquement les 3 meilleurs buteurs de cette équipe-là. J'entends Leon Draisaitl, Connor McDavid et Ryan Nugent-Hopkins. Puis si on ajoute Chiasson, qui est le 4e meilleur buteur avec, je crois, 22 buts, ça donne une affaire comme 64% des buts de cette équipe-là qui est compté par 4 joueurs. Fait que tu sais, c'est mal réparti. Là. Cette équipe-là n'est pas une équipe balancée du tout au niveau offensif, mais elle a réussi quand même à tirer son épingle du jeu au niveau de l'avantage numérique, puis au niveau des points, parce que franchement, tu as des joueurs qui ont des statistiques individuelles exceptionnelles. Alors, l'année passée, en première moitié, c'est plate à dire, mais les Oilers ont été stables dans leur médiocrité. C'est-à-dire que l'année passée, première moitié, donc leurs 41 premiers matchs, 19 victoires, 41 points, ça leur donnait la 11e place au niveau de la conférence de l'Ouest. Dans la deuxième moitié, c'est 16 victoires, 38 points, le 12e rang dans la conférence de l'Ouest. Au final, ils ont terminé 14e dans l'Ouest, 25e dans la Ligue. D'une manière ou d'une autre, ils ont toujours été pas très forts tout au long de l'année. Et c'est en très très grosse partie à cause que leur attaque est mal balancée et que leur défensive et leurs gardiens ne tiennent pas la route. Bref, le meilleur buteur l'année passée, c'est Leon Draisaitl avec 50 buts, ce qui est excellent. Le meilleur pointeur l'année passée, c'est McDavid avec 116 points, ce qui est excellent. Le meilleur défenseur l'année passée, c'est Nurse avec 41 points, un différentiel de moins 5, ce qui est quand même très bien, moins 5 pour les Oilers, honnêtement. Alors, c'est ce qui fait qu'au niveau statistique individuel, là, ça, si on prend juste ce portrait-là, on se dit on a une bonne équipe. Mais ça se gâche quand on arrive à ce niveau-là, quand on prend l'équipe au grand complet. Bon, là, un point qui est un point super intéressant concernant les Oilers, c'est le fait que dans leur banque de jeunes, qui sont peut-être les potentiels, soit les plus proches à émerger ou sinon des potentiels des plus forts, tu as quand même des défenseurs. Fait qu'à ce moment-là, cette équipe-là peut avoir une relève défensive intéressante. Le problème, c'est que c'est peut-être plus des défenseurs offensifs. Il faudrait maintenant qu'ils se décident d'en prendre un qui est solide défensivement, là, parce que, en tout cas, anyways. Donc, bref, ils ont de la relève au niveau de la défense et ça, c'est intéressant pour ce qui est des Oilers. L'année prochaine, je vous dirais que probablement ceux qui ont le plus de chances de faire partie de l'équipe dans les jeunes, ce seraient ces 3 premiers-là. Alors, on a comme ailier droit Keller Yamamoto, qui est âgé de 20 ans, choix de première ronde en 2017. Yamamoto, l'année passée, avait 17 matchs dans la LNH pour 1 but, 1 passe, donc 2 points. Puis dans la Ligue américaine, c'est 27 parties de jouées, 10 buts, 8 passes pour 18 points. La raison pour laquelle je vous mentionne ce gars-là, c'est parce que vous allez voir tantôt, l'aile droite, elle est faible, ou du moins, est bof. C'est pas une aile qui est solide. Et je vais vous mettre éventuellement les gars que je vois comme étant pas sûrs de rester dans l'alignement. Donc, vous allez voir qu'il y a une possibilité pour lui de monter. Parce que là, en ce moment, là, vous le voyez, j'ai mis Chiasson à l'aile droite. Là. By the way, ça, c'est pas Daily Face-Off. C'est vraiment moi qui ai fait ça. Je trouve que leur alignement est un mess. Ils ont un paquet d'attaquants qui peuvent jouer à peu près à n'importe quelle position à l'attaque. Puis, en plus, j'ai de la difficulté à faire une ligne. J'ai regardé des sites, là, puis ils me mettaient genre Zach Cation sa première ligne. Ou sinon, ils me mettaient genre Josh Archibald sa première ligne. Archibald, même en Arizona, il était pas sa première ligne. Ça n'a pas de sens, là. Fait que tu sais, j'ai de la difficulté un peu avec les sites, qu'est-ce qu'on fait comme genre de projection. Puis en même temps, on sait pas qu'est-ce que Dave Tippett va faire comme genre d'alignement. Fait que c'est ce qui fait. By the way, par contre, Tippett connaît très bien Archibald. Fait que ça peut peut-être jouer en sa faveur, peut-être qu'il sera pas sur le 4e. Mais en tout cas, bref, on comprend l'idée. Fait que j'ai joué pas mal avec l'alignement, donc c'est ce qui fait que c'est peut-être pas nécessairement ça que ça va donner. Mais je pense quand même qu'ils ont une faiblesse au niveau de l'aile droite. Et ça pourrait être à l'avantage de Yamamoto. Par la suite, on a 2 défenseurs qui pourraient peut-être faire partie éventuellement de l'alignement sur une base régulière. T'en as un en plus particulier qui est. J'arrête pas d'accrocher ça, moi. Il y en a un plus particulier
qui est Evan Bouchard, âgé de 19 ans, choix de première ronde en 2018. Evan Bouchard, là, selon les différents sites que j'ai consultés par rapport aux projections des alignements, il fait pas mal toujours partie de l'alignement régulier des Oilers selon les différentes projections que j'ai vues. Alors, c'est ce qui fait que c'est un gars que moi, je me dis qu'il a probablement des très grandes chances de faire partie de l'organisation l'année prochaine. C'est un gars qui a un gros gabarit, qui a un très fort potentiel au niveau offensif. Alors, on croit beaucoup en lui. Et je pense très sincèrement que les Oilers vont y accorder une chance sur une base régulière. Mais on a aussi Caleb Jones qui pourrait éventuellement faire partie de cette défensive-là sur une base régulière. Caleb Jones, il est âgé de 22 ans. C'est un choix de 4e ronde en 2015. Moi, j'aime bien le style underdog. Là, il arrive de loin, 4e ronde. C'est pas un choix de première ronde. C'est un gars, lui, qui a surtout roulé sa bosse au niveau de la Ligue américaine l'année passée. Ben, roulé sa bosse. Qui a passé la saison l'année passée dans la Ligue américaine en très grande partie. L'année passée, c'est 50 matchs dans la Ligue américaine, 6 buts, 23 passes, 29 points. Sinon, dans la Ligue nationale, c'est 17 matchs pour 6 points. Dans le cas de Evan Bouchard, lui, il jouait dans la Ligue de l'Ontario l'année passée. Fait qu'il a joué au niveau junior. Alors, peut-être pour ce qui est de l'expérience professionnelle, on va privilégier Caleb Jones. Peut-être pour ce qui est de la force du potentiel, on va privilégier Evan Bouchard. Mais je pense qu'il y a au moins un de ces deux-là qui va faire partie de l'alignement sur une base régulière ou at least peut-être les deux vont... Mais encore là, il y a des gars qui peuvent être bougés. Fait que peut-être même que les deux vont être là sur une base régulière. Dans le cas de Philip Broberger, qui est peut-être le défenseur avec le plus haut potentiel chez les Oilers, choix de première ronde cette année en 2019, 18 ans. C'est un gars qui est vu qu'il va être éventuellement un top 2. Donc, éventuellement. Mais là, pour l'année prochaine, il est déjà signé, il va jouer en Suède, donc on ne le verra pas dans la Ligue nationale. Et dans le cas de Raphaël Lavoie, 18 ans, choix de 2e ronde en 2019, c'est un joueur de centre. Lui, dans son cas, il a déjà signé à Halifax, fait qu'il ne jouera pas dans la Ligue nationale, mais c'est quand même un potentiel qui est assez intéressant pour éventuellement pour cette équipe-là, parce que vous allez voir que il y a des gars qui sont des gros points d'interrogation, alors éventuellement, peut-être que pour Raphaël Lavoie, ça peut être intéressant. Maintenant, au niveau de l'alignement, les gars que j'ai mis en rouge, c'est des nouveaux arrivants. Les gars que j'ai mis en vert, c'est des gars que je pense qu'ils peuvent faire partie de l'alignement sur une base régulière. Les gars qui sont en bleu, c'est ceux qui étaient déjà là. Alors, vous remarquez probablement mon pattern, c'est-à-dire que j'ai mis pas mal tous les bleus dans le haut. L'idée, c'est dans le fond que je voulais avoir comme un alignement sécuritaire. C'est-à-dire que je préfère prendre moins de chance et j'y vais avec des gars qui ont de l'expérience au sein de l'organisation et de la LNH avant de miser sur d'autres joueurs qui ont peut-être des expériences différentes. Alors, au niveau de l'aile gauche, ben ça, je pense qu'il n'y a vraiment pas de questions à se poser. Leon Draisaitl est le premier ailier gauche de cette équipe-là. 105 points, 82 matchs l'année passée. C'est un joueur exceptionnel. C'est sûr qu'il n'y aurait peut-être pas 50 buts s'il ne jouait pas avec McDavid, but still, c'est quand même un gars qui a un très gros talent. Et ça, je pense que c'est indiscutable. Par la suite, il y a des sites qui vont mettre Alex Chiasson comme le deuxième ailier gauche, ce qui serait une position plus naturelle pour lui. Moi, je l'ai mis à l'aile droite et j'ai plutôt préféré mettre Gagné à l'aile gauche. Donc, Gagné l'année passée, c'est 13 points en 32 matchs. C'est pas exceptionnel, mais je pense quand même que c'est un gars qui peut donner plus. Il avait montré des plus belles choses un petit peu plus tôt dans sa carrière. Alors, s'il n'avait pas été limité à 32 matchs, moi, d'après moi, ce gars-là aurait pu avoir une saison qui aurait été respectable. Pas exceptionnelle, mais respectable. Et avec Nugent Hopkins, je pense que ça peut donner quelque chose d'intéressant de voir Gagné jouer avec Nugent Hopkins. Par la suite, comme troisième allié gauche, j'ai mis Negar. Negar, c'est un gars qui a été signé de la Ligue d'élite de Suède. Et là, c'est là où j'ai un point d'interrogation. C'est pas la première fois que les Oilers vont aller chercher quelqu'un dans une ligue européenne et qui vont l'insérer comme ça dans leur formation régulière à sa première année. Quand même, je pense qu'il est mi-vingtaine, si je ne me trompe pas. C'est pas un gars qui est super jeune. Mais il avait fait la même chose aussi avec Koskinen. Koskinen qui venait de, je crois que c'est la Suède lui aussi, ou la Finlande, en tout cas, peu importe. Donc bref, il venait d'une ligue en Europe, puis il l'avait intégré dans l'alignement sur une base régulière de leur équipe. Alors, ils ont fait la même chose cette année pour Negar et pour As. Alors, dans le cas de Negar, il vient de la Ligue d'élite de Suède. Je sais que c'est une ligue qui est forte, parmi les plus fortes en Europe avec la KHL et la Liga. Donc, l'année passée, 35 points en 52 matchs, c'est un joueur à caractère offensif. Il y a des sites qui le mettaient sur le deuxième trio. S'il s'adapte bien à notre style de jeu, oui. Oui, il peut aller sur le premier trio, mais je ne sais pas s'il va bien s'adapter. Alors, c'est la raison pour laquelle moi, je l'ai mis sur le troisième trio. Et je clore l'aile gauche, excusez-moi, avec Kaira. C'est un gars qui joue au centre normalement. 18 points en 60 matchs l'année passée. C'est un gars que j'aime pas particulièrement. Je trouve qu'il accorde quand même des bonnes chances dans la LNH, puis il réussit jamais vraiment à prouver beaucoup. En tout cas, offensivement, il réussit pas vraiment à prouver beaucoup. Alors, je pense pas qu'il y a un potentiel beaucoup plus élevé qu'un quatrième trio. Au niveau des centres, encore là, pas de question à se poser. McDavid, c'est assurément le meilleur centre de cette équipe. 115 points en 78 matchs, c'est le meilleur joueur de la Ligue nationale, ou sinon l'un des, là, si vous pensez que Crosby est plus fort. But still,
pas discutable. Ryan Nugent-Hopkins, lui, devrait être le deuxième centre. Pas vraiment de question là-dessus non plus, je pense. 68 points en 82 matchs l'année passée. Je mets Granlund comme étant le troisième centre. C'est un gars qui a de l'expérience dans la LNH et je préfère voir un gars qui a déjà de l'expérience dans la LNH. L'année passée, c'est 22 points en 77 matchs. Jouer avec un gars qui vient d'arriver dans la LNH. Comme ça, au moins, on a une certaine balance. On a des gars qui sont expérimentés dans la LNH qui vont jouer avec un gars qui n'est pas expérimenté. Alors, c'est la raison pour laquelle je mets Granlund sur le troisième trio et que je mets Haas uniquement sur le quatrième trio. Mais dans le cas de Haas, lui, c'est un gars qui est clairement à caractère offensif. Alors, il y a des fortes chances que si lui aussi s'adapte bien, il puisse monter sur le deuxième trio. Par contre, lui, je pense que c'est impossible qu'il monte sur le troisième trio, excusez-moi. Mais c'est impossible, d'après moi, qu'il monte sur le deuxième trio. Tandis que Nygard, lui, je pense qu'il peut monter sur le deuxième trio s'il monte un très très beau potentiel pour la LNH. Dans le cas de Haas, lui, ben, c'est un gars qui jouait en Allemagne l'année passée, 38 points en 50 matchs. Je ne connais pas la Ligue d'Allemagne, alors je ne sais pas vraiment à quoi s'attendre par rapport à ça. Au niveau maintenant de l'aile gauche, ben moi j'ai mis Alex Chiasson parce que sinon je me ramassais avec Zach Cation sur ma première ligne. J'aimais pas du tout l'idée. L'année passée, Chiasson, c'était quand même le quatrième marqueur de l'équipe. Alors je pense que s'il joue avec McDavid, ça peut être vraiment intéressant parce que là, on a deux très bons gars pour marquer qui peuvent faire marquer finalement. McDavid qui peut faire marquer ses deux alliés. Alors je pense que ça devient comme une double menace. Ça peut être intéressant. Sinon, ben, j'ai mis comme deuxième ailier droit Zach Cation qui a 26. Dans le cas de Chiasson, excusez-moi, 38 points en 73 matchs l'année passée. Si je ne fais pas erreur, il me semble que c'est 22 buts de mémoire. Zach Cation, lui, c'est 26 points en 79 matchs l'année passée. C'est un joueur qui est surtout physique, mais qui réussit quand même à tirer son épingle du jeu. Donc, c'est un gars qui réussit à bien se placer. C'est pas un joueur que j'affectionne particulièrement. James Neal, qui a été acquis dans la transaction de Milan Lucic, on s'est débarrassé des problèmes autant d'un bord que de l'autre. Fait qu'est-ce que lui, il va réussir à ressortir plus fort? Je pense que oui, il peut réussir à ressortir plus fort. Il y en a qui voient Neal sur le deuxième trio. Peut-être. L'année passée, je pense que c'est genre 7 buts. Là. Fait que pour moi, il n'y a vraiment rien d'exceptionnel là-dedans. 19 points en 63 matchs. Mais je pense que c'est quand même un gars qui, s'il réussit à suivre la vitesse des Oilers, ben, il est peut-être plus intéressant que Cation. Mais s'il ne suit pas la vitesse, nyeh. Et on a un dernier arrivé aussi, Archibald. Donc, la même chose que dans le cas de Granlund Neal. Archibald a été acquis pendant la saison morte. Puis bon, les deux gars qui ont été signés aux autres d'Europe. Archibald, c'est 22 points en 68 matchs. Lui, le point positif, c'est que Dave Tippett le connaît, il l'aime. Fait que c'est ce qui fait qu'il risque d'avoir du temps de glace intéressant. Même s'il est sur le quatrième trio, peut-être que des fois, il va monter sur le troisième trio. Je doute fort sur le deuxième. Il y en a qui le mettaient sur le premier, j'en doute encore plus fort. Mais bon, sait-on jamais. Archibald, c'est un joueur que tu sais à peu près à quoi t'attendre de lui. Il fait pas trop d'erreurs, mais c'est pas un gars qui provoque des grandes choses. Puis de temps en temps, il va compter des buts qui sont intéressants. Alors moi, là-dedans, il y a comme plein de choses que je vois comme so-so. Dans le cas ici de Nygard, je mets comme une fiabilité anticipée là, approximative. Pourquoi? Parce qu'il vient de la Suède. Alors, c'est une ligue qui est réputée, qui est forte, mais en même temps, je ne sais pas comment il va s'adapter dans la ANH. Alors, ça me fait quand même un peu peur. Dans le cas plus particulier de Khaira, ben lui, c'est juste que c'est un gars que je trouve qu'il n'a jamais vraiment réussi à se prouver dans la LNH. Alors, c'est ce qui fait que pour moi, c'est aussi un gars incertain. Mais par contre, avec les Oilers, il y a quand même beaucoup de chance. Donc, peut-être que. Dans le cas de Haas, lui, c'est parce que j'ai vraiment aucune espèce d'idée de quoi a l'air le niveau dans la ligue en Allemagne. Fait que je mets un point d'interrogation parce que je ne sais pas du tout comment il va sortir et comment il va s'adapter au niveau de la LNH. Dans le cas de Zach Cation, ben écoutez, est-ce que l'année passée, ça a été une année qui a été particulièrement bonne pour lui? Est-ce qu'il va répéter une saison de peut-être une trentaine de points cette année? C'est possible, mais je le vois pas comme étant un top 6. Fait que je mets un point d'interrogation. James Neal, c'est un gars qui, oui, peut être facilement un top 6 s'il compte plus de buts. L'année passée, ça a été désastreux. On se croise les doigts que ça soit juste l'année passée, puis qu'il se reprenne en main cette année. Puis dans le cas d'Archibald, je pense que c'est un gars qui est pas mal situé où ce qui est situé. Alors bref, on voit mes cas d'incertains ici qui font que ça peut bouger cet alignement-là sans aucun problème. Alors on pourrait peut-être insérer Benson, qui l'année passée a joué dans la Ligue américaine, 66 points, 68 matchs, 1 point par match, c'est pas mauvais. Alors c'est un gars qui serait intéressant à essayer dans la LNH. Yamamoto, que je vous ai déjà parlé, un jeune homme âgé de 20 ans, qui lui pourrait éventuellement s'intégrer dans la Ligue nationale. Ça pourrait être intéressant et je pense même que les Oilers ont beaucoup d'attentes à son égard. Fait qu'on pourrait décider de l'essayer pour de vrai. Brodiac, je ne sais pas si on va le voir beaucoup. C'est un joueur d'expérience, peut-être que. Et dans le cas de Puljujärvi, ben là, je suis d'accord avec The Hockey Guy. Là, moi aussi, j'ai entendu des rumeurs comme quoi il va aller jouer en Finlande. Fait qu'il a l'air de plus avoir de conversation avec les Oilers. Probablement qu'il ne reviendra pas l'année prochaine dans le cas de Puljujärvi. C'est un gars qui a été une déception là, au niveau statistique. Il ne s'est pas vraiment développé comme on aurait voulu qu'il se développe. Au niveau des défenseurs, ben, au niveau défenseur gauche, on
a Clef Boom l'année passée, 28 points en 61 matchs. Les trois premiers, c'est assez stable. Là. Tous les sites que j'ai consultés, c'était pas mal tout le temps eux autres. Nurse qui est situé comme étant le deuxième défenseur gauche l'année passée, 41 points en 82 matchs, un petit peu plus offensif. Assez intéressant comme gars d'ailleurs, et puis il est pas vieux, fait que mi-vingtaine dans le cas de Nurse. Fait que moi je trouve ça super intéressant. On clore le tout au niveau de la défensive gauche avec Russell, 16 points en 72 matchs. Au niveau des défenseurs droits, on met toujours Larson comme étant le premier défenseur droit. L'année passée, c'est 20 points en 82 matchs. C'est un gars qui connaissent là, Edmonton. Ils savent quoi s'attendre de lui. Puis Dave Tippett va apprendre à jouer avec lui. Mais est-ce qu'il va accorder des chances à d'autres joueurs? Peut-être, je ne sais pas. L'année passée, il a été stable, Larson. Est-ce que cette année, ça va être encore stable? Je suppose que oui. Dans le cas ici de Evan Bouchard, l'année passée, c'est 1 point en 6 matchs dans la Ligue nationale. C'est un jeune qui a un fort potentiel. On croit beaucoup en lui à Edmonton. Alors, je pense sincèrement qu'on va y accorder une chance. Puis, ça serait intéressant de le voir jouer avec Nurse, mais ce serait peut-être intéressant de le voir jouer aussi avec Russell. Mais dans le cas ici où j'ai mis Benning l'année passée, 17 points en 70 matchs, c'est pas un défenseur que sa place est acquise dans la LNH. Il y a trop de challengers qui vont être en arrière de lui. Fait que c'est ce qui fait que je sais pas s'il va être là. Alors, à ce moment-là, peut-être que Bouchard va descendre. Peut-être qu'on va voir un gars comme Jones être un petit peu plus élevé. J'en ai aucune espèce d'idée. Mais c'est un gars Benning que moi, je mets un point d'interrogation. J'ai aucune idée comment est-ce qu'on va l'utiliser cette année. J'ai la misère avec mon point d'interrogation. Bon, ok. Un point d'interrogation. J'ai aucune idée comment on va l'utiliser cette année. Par la suite, au niveau des scratchs, on a Manning qui, lui, probablement que c'est ses derniers milles à Edmonton. C'est un joueur d'expérience, mais qui ne devrait pas être tellement utilisé vu qu'il n'a pas réussi à prouver grand-chose. Sinon, on a le jeune Jones qui, lui, pourrait être très intéressant à utiliser. Et on a également Pearson l'année passée, 31 points en 50 matchs dans la ligne américaine pour un défenseur, c'est quand même pas mauvais. Au niveau des gardiens, je pense qu'on y va avec un tandem, et ça, j'ai vu qu'à peu près tout le monde est d'accord par rapport à ça. On a transigé en tout cas. On a l'arrivée de Mike Smith qui va aider Koskinen parce que Mike Smith, quand même, il est âgé de comme 37 ans. C'est un gars d'expérience. Puis c'est un gars qui réussit à. C'est un goaler de séquence pour ce que j'en connais et qui réussit à sortir très fort parfois dans des moments très importants. Et ça peut être vraiment très utile pour Koskinen. L'année passée, Smith avait quand même, avec les Flames de Calgary, 42 matchs de jouer, 2,72, 898. C'est pas exceptionnel. C'est vraiment pas exceptionnel, mais comme je vous dis, c'est un gardien de séquence. Fait qu'il fait des séquences très fortes, des séquences très faibles. C'est un gambling. À chaque fois que tu mets Mike Smith, j'ai l'impression que c'est un gambling que tu fais. Mais des fois, il y a des longues séquences. Fait que ça peut être un gars super intéressant. Et sinon, Koskinen, lui, il va falloir qu'il réussisse à faire sa place pour de vrai. Il a eu un bon contrat, ce gars-là. Fait que c'est à lui de prouver qu'il mérite sa place. L'année passée, avec les Oilers, c'est 55 matchs, 2,93, 906. À 2,93, quand ton équipe accorde en moyenne 3,30 buts, t'es à peu près dans la norme, un petit peu en dessous. Fait que c'est pas mauvais. C'est pas excellent, mais c'est quand même pas mauvais. Dans la LNH 2.93, c'est pas très bon. Sinon, moi j'ai mis Starrett comme le troisième gardien de but. Bon, je sais qu'il y en a un que c'est un prospect, là. Donc, il y a des gens qui veulent le voir dans la LNH. Moi, je me dirais que mon choix le plus sécuritaire, ça serait d'opter pour un gars qui a déjà beaucoup d'expérience au niveau professionnel. C'est la raison pour laquelle j'ai été avec mon troisième gardien, Starrett. 42 matchs l'année passée, 2.33, 918 dans la Ligue américaine. Fait qu'il a quand même relativement bien fait dans la Ligue américaine. Alors, en prenant connaissance de toutes ces statistiques-là, toutes les informations que je vous ai données, moi, je vous dirais que cette équipe-là ne me met pas nécessairement plus en confiance que l'année passée. Ils ont fini 25-14. D'après moi, ça va être à peu près la même chose encore une fois cette année. C'est une équipe qui, au niveau de l'attaque, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de points d'interrogation. C'est une équipe qui, au niveau de la défense, j'ai quelques points d'interrogation. Combien de temps ça va prendre à cette équipe-là de s'adapter à leur nouvel entraîneur? Je ne sais pas. Alors, je suis pas super confiant pour cette année. Là, je tiens à faire un mea culpa dans le cas de l'indice de The Hockey Guy, c'est qu'à chaque fois qu'il fait des vidéos, il parle tout le temps de est-ce que l'équipe va faire les séries, est-ce que l'équipe fera pas les séries, on ne sait pas. Et il donne une position. Alors moi, je pensais qu'il parlait de la conférence. Eh bien non. Lorsque j'ai regardé sa vidéo concernant les Oilers, j'ai réalisé qu'il parlait de la position dans la division. Fait que bref, dans la division Pacifique, les Oilers, d'après moi, devraient pas mal finir dans le bas. Je pense pas qu'ils vont finir dans le très haut. C'est une équipe qui, d'après moi, au niveau de la conférence, devrait tourner probablement, encore une fois, aux alentours de, mettons, 10 à 15 dans la conférence de l'Ouest. Au niveau de la division, The Hockey Guy prévoit que les Oilers terminent à
entre la 5e et la 8e position dans la division Pacifique. Sur ce, je suis assez d'accord. Alors, dites-moi, quelles sont vos pensées à vous concernant les Oilers? Est-ce qu'il y a des joueurs que vous pensez qui vont se démarquer? Un joueur que je pense qui peut être intéressant, c'est peut-être Evan Jones, qui pourrait, pas Evan Jones, mais Evan Bouchard, qui pourrait être intéressant à voir s'il va se faire une place sur une base régulière dans la LNH. Je pense que c'est un gars qui peut être très intéressant. Des joueurs qui peuvent être décevants, ben honnêtement, moi, Cation, Neal, ça me fait peur ces gars-là. Fait que je verrais ces deux gars-là comme étant potentiellement des choix instables au sein de l'équipe. Alors, selon vous, quel joueur pourrait se démarquer? Quel joueur va beaucoup décevoir? Et à quelle position les Oilers vont finir? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Alors sur ça, moi je vous laisse écouter, restez connectés parce qu'il y a d'autres vidéos qui s'en viennent. Ce n'est qu'une seule vidéo des 31 previews pour la saison 2019-2020. Alors abonnez-vous à ma chaîne, aimez cette vidéo-là, puis partagez-la, question qu'on ait d'autres mondes avec qui jaser un peu de hockey, ça serait vraiment cool. Alors sur ça, moi je vous laisse et je vous dis rendez-vous sur le prochain preview. Ok, bye bye.